La CGT Néozère et le CSE a décidé d'envoyer la direction au tribunal. Alors pourquoi elle a décidé d'envoyer la direction au tribunal? Parce qu'en vrai, ce que la direction Néozère est en train de faire, juste en plus après le mouvement de grève qui vient de traverser 4 sites et qui a obtenu une victoire notamment sur le site de Reims, la direction Néozère, elle n'a pas trouvé mieux aujourd'hui que d'essayer d'augmenter la cadence de nettoyage des salariés. Donc de presser les salariés, en gros de leur demander de nettoyer 2 fois plus vite sans leur donner de matériel supplémentaire. Et là, le tribunal vient de répondre, on a gagné les camarades. La direction va devoir arrêter les pétrins. Et si elle n'arrête pas, c'est 50 000 € qu'elle va devoir payer d'astreinte, de jours si elle n'arrête pas. Elle a été condamnée aussi à verser au CSE 3 000 € parce que voilà, on a gagné. Et 2 500 € aussi pour l'article 700, donc c'est pour les frais de justice. Donc voilà les camarades, c'est une bonne nouvelle, on a gagné, ça veut dire qu'on était dans le vrai. C'est Julie de Révolution Permanente et aujourd'hui on est avec Christian et Elsa pour revenir sur la victoire des Néozeurs sur les 32 heures appliquées dans l'usine du coup qui a été portée par la CGT Néozeurs et au tribunal. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter et revenir un peu sur ce qui s'est passé à Néozeurs? Ok, donc moi c'est Christian, Christian Porta, je suis militant à Révolution Permanente aussi et je suis militant à la CGT Néozère justement, je suis le délégué syndical de la CGT Néozère. Moi, je m'appelle Elsa Marcel, je suis avocate en droit du travail, je travaille dans le cabinet 1948 Avocats et j'ai travaillé avec Sabine Bernard, qui est aussi une avocate de défense salariale sur le dossier qu'on a réfléchi ensemble avec Christian et qui a effectivement mené à cette victoire, ce passage aux 32 heures. Peut-être Christian, tu peux revenir sur la situation dans l'usine, sur le projet de la direction et comment vous avez retourné un peu le truc et que vous avez réussi à passer sur une revendication plus offensive, etc. Ouais, bah oui, bah en vrai, déjà au commencement, on sort d'une grève, c'était il y a quelques mois de ça, c'était même pas 2 mois de ça, on sort d'une grève où on venait d'obtenir justement, pour les camarades de Reims, ils avaient obtenu cette embauche. À la sortie de cette grève, notre directeur il nous convoque en réunion et il nous explique qu'en vrai, il veut mettre en place un projet qui, en vrai, tend à produire plus et à réduire nos temps de ménage. C'est-à-dire qu'en vrai, on produit sur 5 jours. Et le 5e jour, en vrai, il est réservé au nettoyage des lignes de production. On fait quand même de l'alimentaire, c'est vrai que j'ai peut-être pas présenté, mais c'est une boulangerie industrielle, donc on fait des croissants, des baguettes, des pains, etc. Et en nombre, voilà, titre d'exemple, en viennoiserie, ce qu'on appelle les lignes de croissants, c'est justement celles-là qui sont concernées par le projet. On fait 50 000 croissants par heure sur une ligne de production. Donc en gros, c'est plus de 1 million de croissants par jour qu'on produit sur ces lignes de production. Et le patron il nous explique que voilà, il va falloir augmenter la cadence de production et réduire les temps de ménage. Donc en vrai, faire ce qu'on faisait avant en 20 heures de ménage, de le diminuer par 2. Tout ça sans nous donner vraiment de moyens possibles de le faire. Donc tout de suite, et ça, je tiens à préciser, juste à une sortie, après sortie de grève, on sort de grève, le patron il nous convoque et il nous dit ça. Donc tout de suite, il y a eu une colère dans l'usine, tout de suite, les collègues sont montés au créneau, nous aussi on est montés au créneau. Et voilà, il faut savoir que le nettoyage, c'est quand même une des parties les plus complexes qu'on a dans la production, quoi, dans notre métier. C'est vraiment là où on a énormément d'accidents. On a beaucoup de coupures, on a déjà eu même un bras cassé une fois. C'est un aspect qui est extrêmement compliqué. Voilà, quoi, c'est dur, c'est de l'alimentaire et c'est vraiment à coup de jet, à coup de gros karcher et tout qu'on nettoie toutes ces lignes de production. Et donc à aller vite, peut entraîner encore même plus d'accidents, etc. Et je parle même pas de sécurité alimentaire, c'est-à-dire réduire le temps de ménage. C'est quelque chose de compliqué, juste rien que pour la sécurité alimentaire. Donc les collègues, tout le monde est monté au créneau. Et après, on a dû réfléchir à comment faire annuler ce projet, mais après avoir une vision aussi un peu plus globale de ce projet et se dire, voilà, dans la période, comment on peut combattre ce projet-là, mais proposer une alternative qui peut créer de l'emploi et qui peut améliorer nos conditions de travail. Et c'est là où, du coup, on a contacté Elsa, que je connais, qui est une militante de Révolution Permanente aussi, quoi, et où justement on a discuté de cette possibilité-là et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour éviter la mise en place de ce projet. Ok, et du coup vous avez construit un dossier pour le tribunal. Comment vous avez pu faire ça avec les salariés, etc. Comment ça s'est passé plutôt sur le volet plus juridique, etc. Il y a peut-être plusieurs choses à dire, moi déjà pour rajouter un élément, parce que c'est vrai que les avocats, en fait, nous souvent on est formés et on maîtrise la technique du droit, mais la manière dont nous, et puis dont j'ai été formée aussi par Sabine Bernard et par d'autres, c'est aussi de voir comment est-ce que sans un lien extrêmement resserré avec les salariés et avec ceux qui connaissent leur outil de travail, qui connaissent leurs conditions de travail, qui connaissent leurs collègues, c'est très difficile de monter un dossier ou en tout cas de notre point de vue ça a moins d'intérêt
de construire un dossier purement technique, abstrait, etc. Et pour vous donner un peu la mesure, c'est-à-dire que nous, ça nous fait aussi un peu nous plonger dans l'environnement, les conditions de travail, etc. Et Christian, il disait tout ça, mais pour essayer de rendre un peu aussi concret cette problématique du ménage, il y a les accidents, mais il faut se rendre compte, nous, par exemple, on ne se rendait pas compte quand on a juste ouvert le dossier au début, qu'une ligne de production, c'est près de 100 mètres de longueur, quoi. Et pour avoir un élément de comparaison, c'est la taille d'un terrain de foot. Donc il faut s'imaginer que c'est des gens sur des lignes de production qui ont une distance extrêmement longue à parcourir. C'est hyper difficile. Nous, on avait beaucoup de photos qui nous ont envoyées pour nous permettre de nous rendre compte. Et je pense qu'en fait, c'est aussi avec des outils comme ça qu'on convainc les juges. C'est-à-dire qu'on les voit devoir vraiment se mettre en dessous de machines, comme ils disaient, dangereuses. Il y a des lames, il y a des rouleaux. Il faut se contorsionner en fait pour réussir à nettoyer des endroits qui tournent, etc. Et la direction, en fait, elle a présenté un projet, mais qui non seulement était infaisable, mais en plus ultra dangereux, parce que pour donner un ordre d'idée, Christian l'a pas dit, mais si tu me corriges si je me trompe, mais normalement c'était 20 heures en gros qui étaient affectées au temps de nettoyage, et il voulait le diminuer de moitié, donc et sans embaucher suffisamment de personnes pour parvenir à faire les tâches de manière, en respectant des normes de sécurité et même de façon faisable. Donc ça aurait impliqué, par exemple, pour imaginer, là, pour faire ce ménage-là, les lignes, il faut qu'elles soient à l'arrêt. C'était ça le problème de la direction, en fait, c'est qu'ils produisaient moins parce que les lignes sont à l'arrêt et qu'ils envisageaient carrément de ne pas les mettre à l'arrêt, qu'il n'y avait aucun processus de sécurité qui était en fait mis en place pour expliquer comment ils comptaient tout simplement continuer à faire tourner leur ligne de production. Et pour dire peut-être 2-3 éléments, ce que en tout cas on a trouvé intéressant, ce que moi j'ai trouvé intéressant en travaillant, c'est que déjà on est dans un contexte où il y a eu effectivement une succession de lois qui ont beaucoup détricoté le droit du travail. On pense évidemment à la loi El Khomri, on pense aux ordonnances Macron qui ont imposé un certain nombre de reculs. C'est plus sur la question des prud'hommes, mais on pense au plafonnement des indemnités prud'homales, on pense au fait que même les instances représentatives du personnel, elles ont perdu beaucoup de leur vitalité puisqu'il n'y a plus de CHSCT, puisqu'en fait il y a moins d'heures de délégation, donc il y a moins d'élus de proximité et tout, et qu'en fait une justice un peu de combat entre guillemets, ou en tout cas obtenir des victoires dans les tribunaux, c'est de plus en plus difficile sans un rapport de force conséquent. Et ce qui a été intéressant aussi à mon avis dans le dossier, c'est que les salariés ils sont venus à l'audience et que les juges les a beaucoup entendus. Et ils sont tous exprimés, ils ont témoigné, il y a Christian évidemment qui a expliqué plus le fonctionnement de l'usine et tout, mais il y avait tout un tas de salariés, y compris de salariés du nettoyage, qui ont expliqué et qui ont démontré par A plus B tout simplement pourquoi c'était pas possible en fait de mettre en œuvre le projet de la direction. Et je pense que ça c'est une des manières de faire du droit et de la défense salariale qui pour moi est intéressante, parce qu'au-delà de la victoire concrète, il y a aussi une expérience politique qui me semble intéressante. C'est pas le rapport de force d'une grève, c'est sûr que ça remplace pas le fait de s'arrêter, de se mettre en grève, de s'organiser, etc. Mais ça permet quand même, à mon avis, de voir que ceux qui connaissent le mieux leur outil de travail, c'est les salariés, que très souvent les avocats de la direction, ils sont perdus sur les process un peu concrets, la façon dont ça fonctionne, ils ont beaucoup plus de mal à se défendre en fait sur des éléments précis qui sont invoqués, et que les salariés, ils ont toute la légitimité en fait à défendre leurs outils de travail, à l'expliquer, même si les tribunaux, c'est des institutions qui ont un côté un peu, je sais pas comment dire, mais impressionnant quoi. Il y a des estrades, il y a des costumes, il y a des trucs, etc. Mais qu'en fait, les salariés, ils ont toute leur place à essayer de défendre leur outil de production et leurs conditions de travail. Et je pense que c'était un des trucs qui fait que effectivement le juge a donné raison au CSE et au CSE de l'entreprise et aux salariés, puisqu'ils voyaient que le projet en fait qui était défendu par la direction méritait à minima que les salariés soient consultés. Et ce qui est intéressant, peut-être que c'est la suite, ce dont on peut discuter, c'est qu'au final, à partir d'une victoire assez minimale, parce que ce qu'ils réclamaient, il faut le rappeler, c'est simplement d'être informé et consulté sur le projet, quoi. C'était même pas un truc incroyable, hein. C'était d'être informé et consulté sur le projet. Effectivement, ce que le juge a dit, c'est oui, on voit de toute évidence que c'est un projet qui peut avoir des conséquences sur la sécurité. Moi, j'ai des doutes de savoir si c'est faisable, etc. Je pense qu'il mérite à minima d'être informé et consulté. Ok, mais du coup, oui, c'est ça. La direction, elle s'est pas contentée d'abandonner le projet. Elle a aussi mis en place du coup une alternative que vous aviez construite, Christian, dans le syndicat. Peut-être tu peux développer là-dessus. Et en quoi elle consiste exactement. Et du coup, comment vous avez
vous avez mis en place tout ça? Bah ouais, ben justement, en vrai, c'est tout l'idée en vrai de ce qu'on a voulu faire, c'est de se dire, voilà, la direction, elle vient, elle nous dit, on va mettre ça en place. Nous, après, ben, il faut qu'on réfléchisse comment on peut déjà retarder le lancement de cette procédure. Donc, c'est-à-dire que justement, c'est vrai que là où on dit on a gagné au tribunal, on a fait annuler le projet, c'est vrai qu'en vrai, on a juste obligé notre direction, en vrai, à devoir informer et consulter les instances représentatives. Et comme je disais avant, on a perdu tellement de droits. Avant, ça aurait dû passer par le CHSCT. Le CHSCT aurait pu demander une expertise, etc. etc. Et tous ces droits, on les a plus aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, la direction, elle est venue, elle a mis un projet, elle a dit voilà, je vous présente ce projet. Et là, aujourd'hui, on est mercredi, c'est vendredi qu'on le met en place. En gros, hein, je résume, mais c'était vraiment ça, hein, je crois vraiment c'était début de semaine pour fin de semaine, le Ok, projet était en ça va. place. On avait plein de questions, on avait plein d'interrogations, la direction, elle était incapable de nous répondre à nos interrogations. Et même elle, elle dit ah ouais, il faut penser à ça, ah il faut de l'eau pour nettoyer, mais pour vous expliquer un peu le phénomène, c'est vraiment notre direction, elle était là, elle comprenait plus. Bref, donc du coup, nous c'était comment, voilà, comment on va déjà retarder la mise en place du projet, c'était déjà important, donc du coup là c'est là qu'on s'est rapproché, on a discuté, mais c'était aussi qu'est-ce qu'on propose derrière, parce que la direction, et c'est un peu ce que j'expliquais à mes camarades du syndicat, c'est je leur disais c'est soit on combat juste le projet et on l'améliore, et on le rend un peu moins dur pour nos collègues, etc. Ou non, on va et on mène un combat, mais on propose quelque chose de derrière, quelque chose qui nous tient à cœur. En vrai, c'est vraiment la diminution du temps de travail et comment on arrive dans la période à proposer des embauches, etc. Alors c'est sûr, on peut paraître pour des fous, mais dans l'usine, on a défendu le projet en disant aux salariés, voilà, il faut que nous, on va le porter au tribunal pour bloquer ça, mais en même temps, il faut aussi que vous démontriez que c'est impossible de mettre ce projet en œuvre et qu'on se bat tous ensemble pour des embauches. Et du coup, tous les collègues, ils étaient d'accord. Donc, du coup, la direction, elle a essayé de mettre le projet. Hein. On allait au tribunal. La direction a quand même essayé de mettre le projet alors qu'elle savait qu'on allait au tribunal. Les collègues, ils ont fait front déjà. Le premier jour où la direction a essayé de mettre, donc le premier vendredi, les collègues, ils ont fait front. Ils ont montré que c'était impossible. Ça, c'était important aussi. Et après, nous, on arrivait par derrière et on arrive au tribunal et on a gagné. Et c'est-à-dire que le vendredi matin, la direction, elle veut remettre le projet en place. Elle dit, vas-y, maintenant, c'est aujourd'hui. Et le matin, elle a la décision qui tombe du tribunal qui bloque tout. Et du coup, elle est obligée de revenir vers nous en nous disant, bon, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on est intervenu avec ce projet de dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux produire plus? Ok, produis plus, mais ça ne sera pas au détriment de nos conditions de travail. Donc si tu veux produire plus, tu vas embaucher plus de monde, tu vas nous donner des meilleurs roulements, et c'est justement ce qu'on a défendu, c'est un fameux roulement, nous on l'appelle le 5-8. C'est de matin, de midi, de nuit, ça peut faire un peu peur, mais sincèrement c'est quelque chose que les collègues sont demandeurs hein, chez nous, vraiment, hein, moi, mes collègues de boulot, tu leur dis, ils repassent au 3-8, ils n'aiment pas ça, c'est le 5-8, c'est de faire de matin, de midi, de nuit, et tu as 4 jours de repos. Donc au-delà de ça, tu gagnes en congé payé, c'est-à-dire que tu poses 6 jours de congé, tu en as 14. Donc c'est vraiment bien. La direction, elle, ça lui permet de produire plus. Et nous, ça nous permet surtout, en vrai, de travailler en moyenne que 32 heures ou les 35. C'est juste ça, c'est extrêmement important. Et c'est le projet là qu'on a défendu. Et la direction, en vrai, comme elle devait produire, elle n'a pas eu le choix que de mettre ce qu'on voulait, c'est de mettre notre projet. Et résultat, aujourd'hui, là, on va passer aux 32 heures. Et en plus, ça a créé, dans un premier temps, seulement 25 emplois, avec la majorité pourvus en CDI. Et donc ça aussi c'est important, hein, le fait d'avoir des CDI et pas de passer de l'intérim à des CDI, etc. C'est extrêmement important ça. Et à terme, ça va aller jusqu'à 40 emplois. Quoi. Donc c'est juste phénoménal, quoi, surtout dans la période et dans la région où on est. Quoi. Chez moi, c'est la Moselle-Est. C'est vraiment, il y a une précarité qui est absolue, il n'y a plus de boulot, les mines elles ont fermé, il n'y a plus rien qui remplace. Et donc, même nous, on a subi des licenciements économiques pendant des années. Chez Noser, c'était plus de 1000 salariés, maintenant on est moins de 500. Quoi. Donc, pour vous dire sur juste la ville où on travaille. Et aujourd'hui, avoir des embauches, c'est juste magnifique. Même les collègues, ils ont tous la patate là en ce moment. Quoi. Peut-être que vous pourriez tous les deux expliquer en quoi dans la période la portée politique de cette victoire dans la période, notamment voilà, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, expliquer un peu comment la diminution du temps de travail et les embauches dans une période comme celle qu'on est en train de vivre, c'est une victoire et un point d'appui important pour notre camp social, etc. Christian, il commençait à le dire, mais peut-être moi, d'un point de vue d'avocate, mais pas que, plus largement, d'un point de vue politique, général et tout. Et je pense que tu auras beaucoup de choses à compléter, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'on entend depuis des années effectivement que c'est la crise, ça s'est accentué avec le Covid, que c'est voilà, la crise sanitaire, la crise économique, que ça a des conséquences. Christian il le disait, mais que les licenciements économiques se multiplient, que les PSE s'enchaînent. Et surtout, en fait, moi je pense qu'il faut voir la contradiction entre guillemets dans laquelle on est, c'est-à-dire que il y a très récemment, vous le savez, la mise en place de la réforme de l'assurance chômage. Donc concrètement, ce projet, il consiste à quasiment couper les vivres aux secteurs les plus précaires de la population, qui sont privés d'emploi,
avec voilà, une réforme qui implique, je ne rentre pas dans le détail, on a déjà eu l'occasion par ailleurs de faire une vidéo sur cette question ou d'écrire sur Révolution Permanente, c'est facile de consulter tout ça, mais sans rentrer dans le détail, du coup, de diminuer les indemnités, de mettre en place une vraie chasse aux chômeurs, alors qu'on sait que voilà, il y a un bond du taux de chômage, beaucoup de précarité et tout, des licenciements qui s'enchaînent, et en même temps, comme c'était le cas chez Neuhauser, de chercher à pressionner pour augmenter les cadences, quoi. Et il y a une contradiction entre du coup des salariés qui sont obligés de vivre dans des conditions très difficiles avec des journées qui s'enchaînent, des heures sub, des travails du dimanche, des cadences très très difficiles à tenir, et de l'autre, des chômeurs qui s'accumulent. Et un truc qu'on défend, c'est de dire que cette contradiction-là, elle peut être résolue tout simplement si on partage le temps de travail entre les bras disponibles pour embaucher plus et permettre, exactement comme c'est le cas, de mettre fin à la précarité de travailleurs privés d'emploi, donc de les embaucher en CDI et tout, et en même temps de réduire le temps de travail de ceux qui font déjà des métiers difficiles et pour qui c'est très très difficile de tenir les cadences. Et pour moi, et après je laisserai Christian compléter parce que je pense qu'on peut discuter de ça plus largement, c'est une vraie alternative aux propositions du patronat qui sont en train de se développer. Parce que il faut savoir que je parlais tout à l'heure des successions un peu de contre-réformes qui existent depuis 2016, mais même avant, mais les ordonnances Macron notamment ont inventé, ou en tout cas ont mis en place toute une série d'outils du patronat, parce que je parlais de PSE, mais en fait maintenant le patronat n'a même plus besoin de faire des PSE, c'est-à-dire qu'ils ont des choses qui s'appellent des accords de performance collective ou des ruptures conventionnelles collectives, et c'est des outils qui permettent de supprimer des postes, souvent sans licencier techniquement, en échange de négociations, mais où en fait, on l'a vu beaucoup dans l'aéronautique à l'issue de la crise, il n'y a aucune contrepartie pour les salariés, c'est des diminutions de salaire, c'est des diminutions d'acquis, où on leur dit, en fait, donne-moi ça, et je te licencie pas, mais il n'y a aucun engagement de la part de la direction, et très souvent, c'est une manière de commencer par dégraisser les effectifs, de payer moins les travailleurs, de leur imposer en fait des conditions de vie qui sont beaucoup plus difficiles à tenir, de la précarité, des difficultés financières, sans absolument aucun engagement du côté du patronat. On voit que ça, c'est la méthode du patronat pour répondre à la crise, et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a une succession en quelque sorte de défaites de ce point de vue-là, et c'est un truc que les avocats de défense salariale aussi subissent beaucoup, parce que c'est difficile de contester ces outils-là, qui sont vraiment, je pense, des petits bijoux du patronat qui sont en train de tester à large échelle en fait depuis la crise de Covid. Ils l'avaient préparé en fait en amont, et là ils mitraillent, et les APC en fait sont utilisés à foison, et ça permet en fait, c'est très difficile à contester parce que c'est fondé, et je pense que ça Christian il en parlera mieux que moi, mais c'est fondé sur des accords, sur de la négociation entre des organisations syndicales et le patronat, et il faut trouver des syndicats qui sont d'accord pour signer en fait au détriment des salariés une baisse de leurs conditions de travail. Et pour en fait la défense salariale, pour tout ça, c'est difficile de contester ça en justice parce qu'en fait c'est fondé sur la négociation collective, c'est fondé sur prétendument ce qu'on appelle le dialogue social. Et je pense que l'exemple de Neuhauser, sur un terrain juridique, mais évidemment pas que, il montre qu'il y a des alternatives en fait à la négociation au rabais des conditions de travail pour répondre aux problèmes de la crise telle qu'on nous la présente, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est important parce qu'après, c'est en même temps quel choix de société on veut. En vrai, derrière ça, c'est est-ce qu'on veut juste encore travailler plus? C'est ce que propose. Hein. Là, surtout dans la période-là, on va entendre de plus en plus il faut travailler plus pour gagner plus, etc. Les APC aussi, c'est ça. C'est oui, il faut faire des efforts, mais vous inquiétez pas, on va vous les rendre plus tard. Et il y a des syndicats qui le signent. Tu citais l'aéro, il y en a eu plein là dans l'aéro en ce moment qui ont signé ça. Nous, on n'en a pas encore eu, mais voilà, même des PSE. Moi, j'ai déjà vu des camarades en lutte. Et les syndicats, certains syndicats vont et signent normal des accords et qui mettent fin des fois même certaines luttes et tout, hein, qui trahissent complètement certains ouvriers, etc. Et voilà, c'est horrible. Mais c'est justement, qu'est-ce qu'on oppose à ça maintenant? Et nous, nos propositions, alors on parle de partage du temps de travail, les 32 heures, c'est pas non plus le partage du temps de travail en soi, mais c'est une première étape. C'est d'expliquer, regardez, c'est possible. Aujourd'hui, là, à chaque fois que vous nous dites, il faut travailler plus, etc., nous, on prouve qu'on peut travailler moins, vous pouvez produire plus, et on peut travailler toutes et tous. C'est ça en vrai la philosophie derrière ça, c'est comment on partage le temps de travail. Là c'est que aux 32 heures, mais bien sûr on pourra décider et discuter de partager bien plus, etc. Mais ça, dans la société où on vit aujourd'hui, c'est compliqué, mais déjà passer aux 32 heures, c'est déjà une première étape et on pourra aller plus loin. Il y en a qui parlent de 28, il y en a qui disent de descendre beaucoup plus, etc. Mais voilà, et ça par contre on sait très bien que le seul moyen de l'avoir, c'est pas par ce fameux dialogue social. Voilà, chez Neuhauser, il faut savoir, c'est une lutte qui est permanente. C'est-à-dire qu'on est tout le temps bagarre.
des articles de Révolution Permanente qui parlent de Neozer. Voilà, vous tapez Neozer dans la presse, il y a, voilà, la semaine dernière, ils étaient en lutte parce qu'ils ont voulu virer ils ont voulu virer un salarié. Il y a 3 mois de ça, c'était parce que voilà, sur les NAO, ils n'auraient rien voulu nous donner. Mais c'est des exemples, mais c'est des luttes permanentes chez nous. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir imposer au patron ces 32 heures. C'est une alliance, certes, avec le côté juridique qui est important. Hein. C'est-à-dire qu'on a su allier, et c'est l'importance après d'avoir une organisation et d'avoir une vision même plus large que juste le syndicaliste. Le syndicaliste, comme je le disais avant, il aurait peut-être plus juste combattu le projet, peut-être fait une grève, et le patron il aurait dit, bon, ben, au lieu de faire en 8 heures le ménage, vous allez le faire en 15 heures, mais avant on le faisait en 20 heures, tu vois. Nous, on a une vision plus large, se dire, voilà, comment on fait aujourd'hui dans la période pour diminuer le temps de travail, améliorer nos conditions de travail. Au final, on va même prendre un peu du salaire, parce qu'on dit travailler 32 heures payées 35, on va même gagner plus, on va avoir plus de congés payés. Et surtout, on va embaucher des gens. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, mes camarades, ils sont à l'usine, ils sont en train d'aider à des intérimaires à faire des CV, des lettres de motif. J'ai encore eu des messages avant qui me disaient, ouais, demain, je vais venir au local, on va même aider les camarades, on va faire des CV, des lettres de motivation pour justement faire en sorte qu'ils se fassent embaucher là rapidement. Et ça, là, c'est dans les semaines à venir, on va embaucher des gens dans la période où on nous dit, voilà, où on nous dit que il faut travailler plus, etc. quoi. C'est juste, tu vois, il y a une possibilité aujourd'hui de changer ça. Et nous, on l'a démontré. Alors, petite, voilà, c'est à petite échelle, etc. Mais on espère en tout cas montrer une vision qui est différente et c'est les possibilités qu'on peut faire, quoi. Et c'est, moi, en tant que militant Révolution Permanente, c'est ce que je veux défendre, quoi. Et c'est ce qu'on va essayer de défendre tous ensemble, je pense, non? C'est important. Ok. Et quel lien vous faites par exemple avec plus le programme qu'on peut faire avec la campagne pour la présidentielle d'Anas Kazib? Est-ce que ça fait partie de la manière dont on va le défendre, etc., etc. Comment est-ce que vous voyez l'articulation entre une campagne nationale pour les présidentielles, pour appeler aux urnes, etc., et la bataille sur le terrain, syndicale ou juridique, et voir comment du coup on articule ces deux volets en fait voilà, de ce que tu disais un peu, Christian, de notre projet de société, etc. Comment est-ce que vous pensez l'articulation de ces deux volets-là? Ben, moi, c'est comme je te disais avant, quoi. C'est vraiment, je pense, sur le volet juridique, je pense pour l'articulation, Elsa, elle arrivera mieux que moi, mais c'est d'expliquer tout simplement, là, je pense que justement, au travers de la candidature d'Anas, l'exemple de Nozer, mais on n'est pas les seuls, mais là, dans la période, voilà, l'exemple Nozer pourrait être un exemple d'expliquer, voilà, si on arrive à avoir ces fameux 500 parrainages, eh ben, ça sera de le défendre justement face à des Macron qui viennent nous expliquer ouais, le libéralisme et toute l'extrême droite, hein, parce qu'aussi on parle de la droite et l'extrême droite, mais ils sont clairement anti-ouvriers par exemple, ces gens-là, et eux ils veulent nous faire travailler plus et plus longtemps. Zemmour il le dit, il s'en cache pas de vouloir nous faire travailler 64 ans, nous c'est pas notre projet qu'on défend. Nous on parle de la retraite à 60 ans, de même partir à 55 ans, et diminuer le temps de travail c'est extrêmement important. Moi quand on vient me dire ouais il faut travailler plus, etc., etc., viens avec moi faire 8 heures à l'usine. Et après, on discutera de travailler plus. Non, moi, je veux faire 6 heures demain. Je veux même un jour pouvoir faire 4 heures par jour à l'usine. Et pouvoir après avoir le temps de justement discuter politique, de discuter de la société, etc. Et c'est ça qu'il faut porter. Et c'est ça qu'on va porter justement dans la candidature d'Anna. Et l'exemple de nos heures, on est qu'à 32 heures, je le répète. C'est pas non plus le partage du temps de travail comme on peut le lire dans le programme de transition. Non, mais c'est pour moi une première étape, une première pierre. Et, euh, et ça, c'est grâce justement à l'alliance qu'on a réussi à faire. Avec le côté juridique, c'est extrêmement important. Quoi. Je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était bien, rien que le fait qu'elle racontait avant, hein, devant le tribunal, bah, devant le juge, tu as mes collègues de l'usine qui sont venus de chaque secteur et ils ont tous expliqué. Voilà, moi j'ai nettoyé, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Et l'avocate de la direction qui était là, qui bégayait, hein, qui savait plus quoi dire, hein, nous on rigolait un peu, mais voilà, il disait, ouais, il y a combien de lignes, elle savait pas, elle était perdue. Et moi mes collègues disaient, ouais, ben moi là j'ai mal à l'épaule parce que j'ai dû faire ça. On montrait des photos. On lui dit, ah, regarde, mets-toi accroupi comme ça pendant 8 heures, là, gratter en dessous de la table, etc., un rouleau. Et c'est ça, voilà. Et c'est ça qu'on va devoir défendre, justement, ces choses-là. Alors, moi, je parle de l'agroalimentaire, mais dans tous les métiers, c'est comme ça. Et je pense que, voilà, on va défendre ce projet-là parce que si tu travailles plus et se casser le dos encore plus à l'usine, quoi. Est-ce que vous voulez rajouter un truc? Moi, peut-être 2 mots sur le partage du temps de travail et après sur la question de la justice, parce que c'est une question plus large, mais sur l'articulation en fait avec la campagne, un truc aussi que disait Christian, mais enfin, déjà, je pense que dans la campagne d'Anas, on a envie de voir comment, au-delà du candidat qu'on présente, évidemment, on veut en faire un porte-parole de toutes les préoccupations des travailleurs, des classes populaires, et comment est-ce qu'il peut aussi être un relais des expériences les plus avancées qui se font, parce qu'on a aussi, enfin, la question, on se présente aussi, on essaye de se présenter effectivement sur la naissance au parrainage, pour en faire une tribune
pour diffuser beaucoup plus largement ce qui se passe dans le monde du travail, qui est en fait totalement absent des débats présidentiels en dehors de l'extrême gauche qui cherche à le porter et qui cherche à faire entendre ce camp-là de la société, ou en dehors des candidats de l'extrême gauche, c'est effectivement que des politiciens professionnels qui, comme Christian, je pense, ne savent pas ce que c'est que de faire 8 heures à l'usine. Donc c'est aussi l'idée de voir comment est-ce que ça peut être un porte-parole dans cette période qui est très difficile à vivre. On est en train d'entendre parler d'une 5e vague, etc., enfin, de la reprise de la crise sanitaire. Comment est-ce qu'il y a des alternatives et de combattre aussi un peu des formes de démoralisation qui peuvent exister, parce que je pense qu'il y a tout un tas de phénomènes de contestation comme ça qui existent, et le principal problème, c'est qu'évidemment, personne n'en parle, et que personne n'a intérêt à en parler, parce qu'un des trucs qui pourrait craindre le plus, c'est que je pense, c'est que ce soit pas que à l'établissement Vollschwiller de Neuhauser, mais que ce soit dans toutes les usines de l'entreprise, dans toutes les usines du groupe, dans d'autres secteurs du privé, dans d'autres secteurs du public, que l'idée, elle commence à germer un peu partout. On parlait de l'aéro, mais si tous les salariés qui ont subi des APC en fait, à la sortie de la crise sanitaire, ils commencent à se dire « Ah non, mais attends, nous aussi, on veut travailler en 32 heures, on veut pouvoir embaucher tous les intérimaires, les milliers d'intérimaires qui travaillent, comment est-ce qu'on peut faire ?» S'ils commencent à s'organiser, à s'appeler, à organiser des réunions communes pour porter ce truc-là, évidemment que ça va commencer à poser un problème assez sérieux à ces questions-là, parce que voilà, ça va poser un contre-discours à l'idée omniprésente qu'il faut que les travailleurs se serrent la ceinture, qu'il faut payer la crise, etc. Et sur la revendication du partage du temps de travail, ce qui est intéressant, je pense, c'est que c'est aussi un changement de logique. C'est pas que la question de la diminution immédiate, etc., tout ce qu'a expliqué Christian qui sont des choses importantes, mais c'est aussi que nous, on estime qu'il faut évaluer le temps de travail, non pas en fonction des profits du patronat, mais en fonction des besoins de la population. Et à partir de là, ça commence tout de suite à questionner aussi qui travaille pourquoi, et pourquoi est-ce que ça devrait être aussi la nationalisation de tous les secteurs importants, la nationalisation de l'agroalimentaire, que ce soit les travailleurs qui décident de la production, de quand, comment, en fonction du chômage, en fonction des besoins en croissant de la Moselle, et pas que ce soit le patron de Neuhauser qui décide en fonction de ses profits de qui il embauche et de comment, etc. Et je pense que c'est ça la logique, c'est l'idée de dire en fait c'est aussi les travailleurs qui doivent décider de leurs conditions de travail et résoudre à partir de ce problème, à partir de cette logique-là, la question du chômage. Et après, un dernier mot peut-être pour conclure, je pense qu'effectivement, quand il y a une alliance comme ça entre des syndicalistes combatifs qui ont aussi des revendications offensives, parce que c'est assez rare au final pour aussi tout un tas de questions matérielles qu'on disait, mais comme tu as eu beaucoup d'offensives sur les instances représentatives du personnel, tu as eu beaucoup de répression syndicale aussi dans la dernière période, et effectivement il y a aussi une lutte en fait quand même très très forte contre les syndicalistes les plus combatifs, mais en fait quand tu as une alliance entre des secteurs combatifs et de la technique juridique, tu peux avoir beaucoup plus de créativité, tu es moins borné par les limites du droit, tu n'as pas un regard de juriste en fait sur ce qui est possible ou pas possible de faire. Tu te subordonnes à la stratégie des salariés en fait. Tu dis bon c'est ça les besoins des salariés, comment moi j'essaye de traduire ça en droit pour qu'ils arrivent à leur fin. Mais on est en quelque sorte subordonné à ce que les salariés décident et à leur priorité à eux. Et après je pense que dans la campagne on sera aussi amené à discuter plus profondément du rôle de la justice, de comment est-ce que aussi les politiques austéritaires en fait à l'égard de certains tribunaux, notamment évidemment des petits tribunaux, des conseils de prud'homme, ça a aussi une conséquence en matière de classe, c'est que les délais qu'on t'impose, le fait qu'on plafonne les indemnités prud'homales et tout, ça accentue encore plus la nature de classe de la justice, et que c'est aussi des choses qu'on va vouloir revendiquer, de comment est-ce que nous effectivement, ou en tout cas pour ma part, je pense qu'il faut pratiquer un droit du travail évidemment au service des salariés en lien avec les phénomènes de lutte des classes, et utiliser toutes les options qu'on a pour faire avancer le plus possible les droits des travailleurs et si possible des revendications offensives. Ok. Merci beaucoup. Si vous voulez plus d'infos, on a relayé énormément d'articles, notamment sur la question de ce point de programme précis, de la campagne d'ANAS, mais aussi sur les luttes qui se passent non seulement à Neuhauser, mais aussi partout sur le territoire national. Et n'hésitez pas à partager ces articles, à relayer. Et si vous êtes intéressé par les idées qu'on défend et qu'on porte aujourd'hui, je vous invite à nous contacter sur les réseaux sociaux,
ou sur le site de campagne d'Anastasie pour éventuellement rejoindre un comité de campagne.